Nous sommes dimanche, nouveau rendez-vous du 7 Info. L'équipe du dimanche est bien en place, pilotée ce soir par Jonathan Ilboudo. L'essentiel de l'actualité de la semaine, les analyses en plus pour aller au-delà de l'Écosse. Ils sont deux invités ce soir, Amadou Traoré de la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, président du parti Les Républicains, et Siaka Koulibaly, notre consultant sur les questions politiques. Dialogue politique donc, situation à Arbinda et mouvement des chauffeurs routiers. Voici pour le menu. Bonsoir et bienvenue. Sur la route qui mène à la réconciliation nationale, il était attendu le dialogue politique. Le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, a rencontré son opposition et sa majorité cette semaine. Le processus devant conduire au dialogue politique est bien engagé. Suivons le chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré. Ce qui est de notre rencontre de ce matin, je dois vous dire que nous avons donc, en tant qu'opposition, répondu à une invitation du chef de l'État pour une concertation sur un certain nombre de points qui étaient inscrits dans l'ordre du jour de la correspondance que nous avons reçue. Comme l'a lui-même expliqué le ministre d'État, il s'agissait essentiellement de points qui étaient restés en suspens dans nos discussions antérieures. Mais très rapidement, tout en nous félicitant que ces questions-là soient ramenées à l'ordre du jour, nous avons fait comprendre et nous avons de ce point de vue obtenu un large consensus, y compris le chef de l'État, que la situation de la nation est telle qu'aujourd'hui, il faudrait que tout ça soit complété rapidement par des questions profondes dans le cadre justement du dialogue politique qui a été annoncé. Notre pays traverse des difficultés et pour affronter ces difficultés-là, il est bon que l'ensemble de la classe politique puisse non seulement de manière consensuelle identifier les problèmes, mais s'asseoir pour échanger autour de ces questions-là. Et je dois dire que la conclusion qui a été tirée donc par le président du FASO, c'est que donc cette rencontre qui sera finalement que préparatoire sera suivie par une autre dans laquelle nous rentrerons dans le fond des débats du dialogue politique. Et si le calendrier le permet, je pense qu'il le permettra, la rencontre donc dédiée principalement au dialogue politique, qui associera aussi la majorité, donc se tiendra avant la fin du mois d'avril, à une date qui a besoin d'être concertée avec donc toutes les parties. Et entre-temps, bien entendu, sur ces questions-là, le peaufinement des opinions et des positions sera fait et sera donc possible pour nous et pour les différentes parties de rentrer donc dans le fond des débats. Et bien entendu, le moment venu, le compte-rendu vous sera fait en bonne et due forme. Je reprends encore mes propos de début pour dire que nous saluons la disponibilité du chef de l'État à discuter, de se concerter avec nous à la fois sur des questions souvent strictement politiques, mais aussi à élargir, comme nous l'avons fortement souhaité, ces questions-là, à des questions touchant à la vie de la nation dans le cadre donc, de ce dialogue politique que tout le monde attend de ses voeux et qui doit tracer de nouvelles pistes pour permettre au Burkina Faso d'affronter et même mieux de relever les défis qui l'assaillent aujourd'hui. Je vous remercie. Et en entendant l'ouverture donc de ce dialogue politique, elle crie victoire d'étape et pense avoir eu raison très tôt sur la question de la réconciliation nationale. La CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, était face à la presse cette semaine. Le docteur Ablassé Ouedraogo et ses camarades saluent l'amorce du processus de dialogue politique et appellent à une réconciliation inclusive. Les exilés doivent rentrer, estime la CODER. Vous avez vu tout le travail qu'on a fait? Jusqu'à maintenant, ils sont venus sur la route qui doit nous amener à la paix. On est des garçons. Hein? Une attitude presque triomphaliste. Ablassé Ouedraogo se vantant d'avoir eu le mérite et le courage d'insister sur la nécessité de la réconciliation nationale et d'être rejoint maintenant par le gouvernement. Depuis l'amorce du dialogue politique par Roch Marc Christian Kaboré, la CODER et son président reviennent au devant de la scène. Mais pour la CODER, la réconciliation nationale vraie passe par une justice transitionnelle avec toutes ses exigences. Et la justice transitionnelle, pour qu'elle soit effective et surtout bénéfique au pays tout entier, devra prendre en compte la situation de tous les fils du pays. C'est pourquoi nous estimons à la CODER qu'il est indispensable que tous les fils du Burkina Faso qui le désirent puissent être associés au processus de la réconciliation nationale. Cela va sans dire que les facilités et les garanties de sécurité soient accordées
à tous nos exilés sans distinction. Précisément, la CODER plaide pour une amnistie de tout ou une partie des exilés et prend pour exemple le modèle sud-africain. Certains Sud-Africains avaient commis des attentats, avaient posé des actes. Au regard des textes, bien sûr, c'est contre les règles de vie de la République sud-africaine. Ils devaient être poursuivis. Alors, si on doit appeler quelqu'un qui doit être poursuivi à venir à la table de négociation, ensuite, l'oppresseur blanc, il a commis un acte, il doit être poursuivi. Pour qu'il puisse venir à la table de négociation, il a fallu d'abord, en Afrique du Sud, faire une loi d'amnistie pour que ceux qui sont dehors puissent revenir et avoir la sécurité qui ne seront pas poursuivis. Et ceux qui étaient les oppresseurs blancs doivent puissent venir à la table de négociation en ayant la certitude qu'ils ne seront pas poursuivis pour ce qui est fait, pour que les négociations puissent démarrer. Pour dire que la question de réconciliation ne peut pas aller sans amnistie. Je ne dis pas d'amnistie tout le monde. Pas d'amnistie pour tout le monde, cela devrait se faire cas par cas et selon des règles précises pour éviter toute forme et tout sentiment d'impunité, vont ajouter les membres de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Et voilà, premier invité de ce 7 Info, Amadou Traoré, il est le président du parti Les Républicains, membre de la CODER, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, M. Aubin. Bienvenue. Alors, question simple pour commencer. Les Burkinabés, quand on écoute une bonne partie de l'opinion, elle a du mal à vous comprendre, à suivre dans votre démarche. Qu'est-ce qui se cache effectivement derrière votre démarche? Je vous remercie. Vous me permettez d'abord de rappeler effectivement que hier nous avons tenu une conférence de presse autour de la question de réconciliation que nous avons tenue à bras le corps depuis notre création. Mais vous me permettrez également de remercier le Premier ministre qui nous a fait l'amabilité de nous accorder une audience. Le président Premier ministre, jusqu'à son départ, n'a pas daigné nous recevoir. Peut-être qu'il n'avait pas reçu un mandat pour ça. Et également, nous félicitons le président Kabori pour avoir embouché la trompette que nous avons toujours sonnée jusqu'à ce jour-là. La réconciliation, lorsque nous avons créé la CODER en 2016, nous en avons parlé. Ce n'était pas très facile. Ensuite, les uns et les autres ont embauché des pas. Et embaucher, justement, qu'est-ce que vous recherchez finalement? Parce que les Burkinabés ont l'impression que vous avez des intérêts personnels. C'est ce que vous visez? Non, non, pas d'intérêt personnel. Vous voyez, tout ce qui se passe dans les pays aujourd'hui, il y a des difficultés quelque part. Et nous pensons que pour lever toutes ces difficultés, il est nécessaire et impérieux que les Burkinabés puissent se retrouver, échanger. Même dans une famille, la situation ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Mais il n'y a pas d'alternative. Il faut que les membres de la famille s'asseyent autour du chef pour échanger. Vous voyez, aujourd'hui, le Burkina est en proie du terrorisme qui se passe de différentes manières que l'on regarde au Sahel, ce qui se passe au Sahel et à l'Est. Alors, nous pensons que lorsque une partie de la population se rebelle, entre la rébellion, conteste, il y a une difficulté quelque part qu'il y a lieu de lever. Et cette difficulté ne peut pas être levée, ne peut pas être connue. La réplication ne peut pas être connue tant qu'il n'y a pas d'échange. C'est pour ça que nous disons qu'il faut aller à la table. Ça, c'est un premier point. En reculant dans les temps, vous permettez qu'en 2014, il y a eu des événements qui étaient la résultante d'un passé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a eu des actes qui ont été posés, il y a eu des morts d'hommes, il y a eu des biens, des prestations de biens, il y a eu des actes contre même la République qui ont été posés. Alors, est-ce que nous allons passer tout ça en perte de profit? Il faut bien qu'à un moment, on puisse s'asseoir, échanger, trouver la solution pour rétablir les vivre ensemble. La solution, ce sont ces dossiers judiciaires, notamment pour le push qui est déjà engagé, très certainement, très prochainement pour l'insurrection. Pourquoi vous ne s'inscrivez pas, vous ne vous inscrivez dans cette dynamique tout ça? On a l'impression que vous marchez à reculons à partir du moment où il y a une justice qui est engagée, avec beaucoup d'argent ont été engagés dans cette justice-là. Pourquoi vous voulez encore nous ramener à une justice dite transitionnelle? Alors, nous avons tenu, lorsque le président du Faso a appelé toute la composante nationale à aller à la réconciliation, parce que si tout s'est passé bien, il ne l'aurait pas fait. En le faisant, je dis que nous le saluons. Et nous avons tenu à réchauffer le plat que nous avons toujours posé sur la table pour rappeler quelques éléments. Lorsque nous parlons de justice transitionnelle, il va de soi que nous constatons que
le procès du putsch manqué a commencé en février 2018, ce qui fait un peu plus d'1 an. Ça n'avance pas. Et pourtant, ça avance. Non, quand je dis ça n'avance pas, parce que ce qu'il en sortira, je ne pense pas que ça puisse servir la nation et puis les militaires. Les militaires sont aujourd'hui divisés, qu'on les veut ou pas, c'est une réalité. Je pense qu'on aurait pu trouver d'autres créneaux pour régler cette affaire que de déballer tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a des secrets d'État, il y a des choses qui ne devaient pas sortir aujourd'hui qui sortent. Nous pensons également que tout cela met dos à dos les civils, les populations. Or, si nous prenons les cas, il y a eu des situations plus graves. Ça met dos à dos peut-être des hommes politiques, mais pas les populations. Dès le début, on a pensé que la question de réconciliation était une question des hommes politiques. Non, ce qui se passe sur l'ensemble du territoire, et même l'incivisme. Vous savez, lorsque l'injustice est un élément essentiel qui amène la fronde, lorsque vous regardez aujourd'hui la jeunesse, les populations, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne pouvons pas régler ces questions rien que sur la base des textes. Il faut bien qu'on sait ça, c'est toute la solution. Si c'était que les textes, il y a de beaux textes aujourd'hui qui régissent le pays. Mais ces textes n'arrivent pas à faire trouver la solution sur l'ensemble du territoire. Alors, la seule solution, nous pensons qu'il faut aller à la réconciliation. Et je le rappelle, le fait que le président du FASO même ait demandé le dialogue politique, ça veut dire que quelque part, il est conscient que quelque chose ne va pas. Et la gouvernance... Le problème, c'est que vous parlez moins de ces situations qu'on vit un peu à l'intérieur du pays, ces conflits intercommunautaires, ces questions de terrorisme, un peu qui créent des situations difficiles pour nos populations. Vous êtes beaucoup plus sur la matière purement politique quand vous parlez notamment d'amnistie, quand vous parlez de retour d'exilés, de garantie, tout ça. On a comme l'impression que pour vous, c'est ça le plus important pour la réconciliation. Ça fait partie. Nous avons parlé aujourd'hui de caractère inclusif de la réconciliation nationale. Il n'arrive à l'esprit des personnes de penser que nous devons aller à la réconciliation et laisser certains de côté. Alors, le caractère inclusif demande à ce que tout le monde participe. Et bien sûr, ceux qui sont à l'extérieur. Et quelque chose d'important en matière de réconciliation nationale. Lorsque vous voulez réconcilier des populations, vous ne pouvez pas mettre à l'écart les leaders. Un leader, par son seul verbe, peut faire allier à tous ceux qui sont à sa suite à une cause. Or, il sera difficile d'allier individuellement chacune de ces personnes-là à la cause concernée. Nous pensons qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on pense, quel que soit ce qu'on pense de lui, le président Blaise Compaoré a géré ces pays. Il faudrait que, dans le cadre d'une réconciliation, qu'il puisse être tenu compte de lui. Maintenant, quand nous disons que la question d'amnistie, on ne peut pas faire des réconciliations sans amnistie, ni de pardon. Le rapport du Collège des sages, c'est un document évoqué par toute la classe politique aujourd'hui, toute la composante, que ce soit les OSC, que ce soit les politiques. Mais qu'est-ce que ce rapport demande? Ce rapport demande qu'un pays ne peut pas porter éternellement le poids de la haine, de l'autre là, qu'il faut à un certain moment le pardon pour faire passer. Et le pardon, je vais ajouter le pardon dont je parle, ce n'est pas le pardon... Tu occupes de la justice? Non, même pas ça. Le pardon, vous savez, aujourd'hui, le présumé fautif peut aller demander pardon à la victime. Alors, il suffit que la victime dise non, je ne vais pas te demander pardon parce qu'au regard de ce que tu m'as fait, je ne peux pas te pardonner. Donc, la demande de pardon du présumé fautif, ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle du pardon qu'il faut. C'est le pardon en signe de rémission que la victime accorde. On m'a fait tel mal, c'est fini, il faut qu'on pense là-dessus. Et ce n'est que ce pardon qui peut régler la question de la réconciliation nationale. La deuxième chose, quand il parle d'amnistie, l'amnistie, si je me rappelle bien, ça a été utilisé la première fois à Athènes. Il y a un général qui a chassé les tyrans et il a instauré la démocratie. Mais il a voté pour la première fois une loi d'amnistie en se disant que il ne faut pas que sa victoire soit entachée de vengeance à l'égard de ceux qu'on présume avoir travaillé avec les tyrans. Tout est conscient de contexte de culture. Voilà, tout est conscient de culture. La comparaison n'est pas forcément raison. Ce n'est pas raison, bien sûr, je le concède. Pour dire que la question d'amnistie permet à certains de venir à la table de négociation, alors que s'il n'y a pas d'amnistie, ils ne pourront pas. J'ai repris hier le cas... Le problème, c'est que les Burkinabés ont l'impression que quand vous parlez de réconciliation, vous parlez d'amnistie, vous voulez qu'on oublie tout ce qui s'est passé
et qu'on ramène tout simplement des bourreaux? Non, aucunement. C'est-à-dire que, vous voyez... Et derrière, on a comme l'impression qu'il y a un objectif politique qui se cache derrière votre démarche. La gestion des affaires publiques est toujours politique. Mais le sens s'écarte sortant un peu lorsque, en 2015, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont demandé pardon au peuple. Nous reconnaissons, nous avons demandé pardon. Ils ont demandé quelque chose. Alors, cette demande de pardon, c'est quoi? C'est un récit absolu aussi. Alors, donc, on ne peut pas écarter uniquement la question du pardon d'amnistie. Je disais ceci hier au cours de la conférence de presse, je le rappelle. En Afrique du Sud, on a été obligé de faire une loi d'amnistie pour que ceux qui étaient à l'extérieur, qui avaient commis des attentats, et l'oppresseur blanc, ces représentants puissent venir à la table de négociation. S'ils avaient peur, ils allaient être poursuivis. Je ne dis pas forcément qu'il faille aller dans la même chose, c'est-à-dire que le peuple est souverain. Mais vous parlez d'exilés. Qui empêche les exilés de rentrer? Alors, si c'était aussi simple, le président Ablasse l'a dit au cours de sa conférence, il leur faut des garanties. Si on a la garantie qu'on peut venir et être sûr qu'on aura les conditions, en tout cas, s'il doit y avoir un jugement, les conditions d'un jugement équitable, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il se reproche des choses? Non, il ne se reproche rien. Aujourd'hui, si vous sortez dehors et qu'il y a quelqu'un qui vous poursuit, vous allez fuir, vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous fuyez d'abord avant de chercher à comprendre. J'ai dit seulement qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, il y a une certaine chasse aux sorcières par des gens souvent qui n'ont aucune culture de la démocratie et qui sont écoutés. Et je pense qu'aujourd'hui, si depuis 2016, lorsque la CODER a parlé de réconciliation nationale, si le président du Faso avait pris ça à bras de corps, je pense qu'on serait à un autre stade où on se trouve aujourd'hui. On est en train de faire la mort de la question de réconciliation aujourd'hui. On aurait pu le faire depuis avant. On ne peut pas faire l'économie de ce qui est en train de se faire. Ce qui arrive à l'Est aujourd'hui, ce qui arrive au Sahel, on ne peut pas les occulter. Et puis, les situations de tuerie qui se trouvent, qui sont arrivées à... Est-ce que vous êtes en train de nous dire, la réconciliation, c'est forcément une condition sine qua non pour que cette paix, cette stabilité revienne? C'est la condition sine qua non. Je crois que d'autres pays ont été confrontés à des situations plus graves que nous. Tout de suite, le Rwanda est en train de fêter, disons, je ne sais pas combien d'années, ils sont en train dans les manifestations actuellement. Si nous suivons bien cela, il y a eu des milliers de morts. Mais ils ont été obligés de se rasseoir à la table. Parce que quelle que soit l'inimité que les gens se portent, à un moment, il faut qu'ils s'assoient à la table et échanger. Quand nous parlons de réconciliation, nous ne demandons pas de laisser tomber. Le peuple est souverain, les représentants sont là. Le contenu que nous allons donner à la réconciliation, c'est ça qui est important. La CODER a élaboré un document et transmis au président du Faso dans lequel nous avons remis un certain nombre de choses. Ce sont nos points de vue. Il doit y avoir certainement d'autres points de vue d'autres personnes. Mais ensemble, nous allons trouver un créneau. Qu'est-ce qu'il y a de faire pour sortir les pays de ça? Et c'est ce dialogue-là que nous recherchons, pas autre chose. Quand nous parlons de réconciliation, ce n'est que ce dialogue-là. Parce que l'impression que ça donne, c'est que vous voulez monnayer cette cohésion nationale, cette réconciliation nationale. C'est-à-dire, forcément, il y a des préalables. On demande forcément des choses, on revendique des choses avant d'y aller. Alors, une réconciliation... Parce que vous en parlez, mais est-ce que dans les actes, vous inscrivez forcément dans cette dynamique de réconciliation? Nous ne sommes pas portés dans une autre dynamique que celle de la réconciliation jusqu'à ce jour-là. Au début, nous avons parlé de réconciliation, ça a été contesté. Ensuite, nous avons parlé de justice transitionnelle. Aujourd'hui, il y a le Hajj Kouroun, qui est une émanation de la personne publique, qui parle également de réconciliation nationale et de justice transitionnelle. Et lorsque nous avons parlé aujourd'hui du retour des exilés, c'est un point que c'est une nouvelle situation. Non. L'inclusion, c'est l'expression de l'inclusion qui veut le retour de tout le monde, que tout le monde soit venu à la table de discussion. Je vous assure que si nous devons faire la réconciliation en laissant certains de côté, vous savez, lorsque vous écartez quelqu'un, la gestion des affaires, de retour dans son pays, la capacité de voir les siens, tôt ou tard, il viendra d'une manière ou d'autre. Je pense que la meilleure des choses, c'est de faire en sorte que chacun puisse revenir avec dignité, parce qu'il n'y a pas qu'à ceux qui sont dehors là qu'il y a quelque chose à reprocher. Parce que là, quand vous parlez de réconciliation, quand vous portez ce message, et qu'en même temps, dans des situations, vous tirez à boulet rouge sur le pouvoir, sur le président, quelque part, le pouvoir se demande si véritablement vous voulez de cette réconciliation. Alors, le tirer sur le président, ça c'est... Nous sommes des hommes politiques. Vous avez des membres qui même en appellent à la démission du président.
qui estime que le président a échoué, qui démissionne. Mais quand on est dans cette dynamique-là, est-ce qu'au niveau du pouvoir, on peut vous comprendre et accepter cette démarche? Le président est celui qui, sur le plan institutionnel, est chargé de l'unité nationale. C'est à lui de trouver les éléments, les arguments, les ingrédients pour que tout le monde puisse rentrer dans la cagnotte. Je disais hier également dans notre truc, lorsque une situation que nous avons traversée intervient, les individus recherchent qu'est-ce qu'ils veulent, la justice, la réparation, la vérité, autre là. Mais nous pouvons mettre plusieurs années, plusieurs dizaines d'années avant de trouver la solution à ça. Or, ce qui est important pour le public, pour le gouvernant, c'est la réconciliation. Et surtout, même si nous écoutons ça, la remise de la nation au travail. On ne peut pas remettre la nation au travail lorsqu'il n'y a pas de cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est l'expression institutionnelle de la réconciliation. Et la réconciliation, c'est un acte de bonne gouvernance. Lorsque un gouvernant ne peut pas assurer la réconciliation nationale, c'est un mauvais gouvernant. Il faut qu'il puisse assurer ça, la cohésion sociale, pour que le pays puisse aller. Un dialogue est en train de s'amorcer. Vous y croyez? Vous pensez qu'on est sur la bonne voie, justement? Nous saluons la mort du dialogue. Je le disais tantôt que ça aurait dû venir plus tôt, mais même aujourd'hui, si ça intervient et que c'est vraiment sincère, oui, lorsque vous dites que nous tirons à boulet rouge, hier, il y a de la presse qui nous a dit que les recherches sont faites parce qu'ils n'ont pas évoqué certains aspects. Nous disons que lorsqu'en tant qu'homme politique, nous intervenons dans le cadre de la CODER, c'est une structure qui travaille dans un sens de la réconciliation. Il y a des choses que nous ne pouvons pas nous permettre de dire, mais en dehors de ça, nous sommes des hommes politiques. Mais ça devrait commencer justement chacun à son petit niveau, au niveau de son parti, par tenir un discours d'apaisement, de réconciliation, un discours de pardon, de tolérance, vis-à-vis aussi de la gouvernance. Je vous assure que nous le tenons. Mais la matière politique est telle que, quand on est de l'opposition, on s'oppose. C'est ça la règle. Pas de façon bête, bien sûr, puisque je sais que tout ce que nous disons jusqu'à présent, il y a toujours un fond. D'accord. Nous sommes en fin d'émission. Merci d'être passé dans cette info. C'est à moi de vous remercier de m'avoir accueilli sur ce plateau, M. Aubin. La suite avec cette autre actualité politique. Il a toujours soutenu Blaise Compaoré. Cette fois, il est partant pour la présidentielle de 2020. Maître Gilbert Noël Ouedraogo a été investi candidat de l'ADF-RDA au terme du 16e congrès du parti à Bobo-Dioulasso. Gilbert Noël Ouedraogo est le candidat de l'ADF-RDA à l'élection présidentielle de 2020. Il a été investi au cours du 16e congrès du parti à Bobo-Dioulasso. C'est sans peur que le tout nouveau candidat de l'ADF-RDA ira à la conquête du pouvoir en 2020. Il dit mesurer la tâche qui l'attend sur le terrain. Je voudrais vous dire que je mesure la gravité du moment. Je mesure l'importance de l'acte. Je mesure le poids des responsabilités. Mais je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, parce que je sais que j'ai Dieu avec moi, parce que je sais que vous êtes tous alignés comme hommes et femmes derrière moi, et que le combat ne sera pas porté par moi seul, mais le combat sera porté par nous tous. C'est pourquoi je ne vais pas faire la fine bouche, je vais vous dire tout de suite, j'accepte d'être investi comme candidat de l'ADF-RDA, et je me battrai. Révigoré, l'éléphant revient avec une nouvelle coloration politique. L'ADF-RDA envisage un retour triomphal après la traversée du désert marquée par l'insurrection populaire de 2014. C'est maintenant qu'on va connaître qui est qui. Parce que je vous dis que Dieu nous prête longue vie et vous verrez une campagne au Burkina Faso. C'est vrai qu'à un moment de notre histoire politique, il y en a qui ont appuyé sur l'interrupteur pour faire un court-circuit pour qu'il fasse noir, pour que le lait paraisse noir. Mais le jour est revenu. Le court-circuit ne pouvait pas être éternel. Le feu a été endigué. Le feu a été éteint. Et aujourd'hui, voilà l'éléphant qu'on croyait avoir enterré qui revient avec plus de force, avec plus de beauté, avec plus de vigueur, avec plus d'engagement pour aller au pouvoir en 2020 à Kosiam. Les jeunes constituent l'électorat potentiel du candidat de l'ADF-RDA pour parvenir à Kosiam en 2020. Le candidat Gilbert Noël Ouedraogo veut la faire sortir du cycle infernal dans lequel elle se trouve. C'est d'abord de motiver la jeunesse burkinabé et sortir la jeunesse burkinabé du cycle infernal dans lequel il a été placé, parce qu'on a donné un mauvais exemple de la courte échelle, de l'enrichissement facile à une partie de cette jeunesse. Heureusement qu'il y a des jeunes qui sont très conscients et nous devons former cette jeunesse. Nous devons accompagner cette jeunesse. Et nous serons aux côtés de cette jeunesse. Et je suis bien placé pour le faire parce que moi-même, je me suis engagé politiquement très jeune. Et donc, on m'a fait confiance quand j'étais jeune. Il n'y a pas de raison que je ne fasse pas confiance aux jeunes.
Composé de 58 membres, le nouveau bureau exécutif du parti de l'éléphant a la lourde charge de faire barrer l'éléphant sur la scène politique burkinabé durant les 5 années à venir. La bataille pour la conquête du pouvoir d'État en 2020 est déjà lancée et l'ADF-RDA ne compte pas faire de la figuration. Deuxième invité de cette info, Siaka Koulibaly, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. L'ADF-RDA qui a désormais son candidat, mais il y a aussi à l'émission Suffrage de vérité le candidat indépendant, Maître Issaka Zampaligré, qui était là en 2015, qui annonce qu'il sera encore là en 2020. Il y a déjà Kadri Désiré Ouedraogo, il y a le président de Faso qui a annoncé sa candidature. Ça commence à se préciser à ce niveau. Oui. Effectivement, c'est tout à fait normal qu'une année avant l'échéance électorale, les prétendants commencent à se positionner, à se faire connaître. Pour la plupart, c'est assez normal qu'ils commencent très tôt à se présenter parce que cela nécessite encore de rentrer dans le mental des populations, également de mettre en place un dispositif national qui permette d'aller aux élections. C'est peut-être pour le chef de l'État qui peut paraître curieux déjà, lui qui est déjà en position. En général, les chefs d'État sortants annoncent assez tardivement leur candidature parce qu'ils ont déjà des acquis, un dispositif est en place, et ils ont l'avantage d'être connus déjà du point de vue médiatique. Donc on verra bien si d'autres vont s'ajouter. C'est ce qui est un peu agaçant pour une partie de l'opinion, c'est qu'on est dans un contexte sécuritaire difficile où les regards doivent être tournés vers cette question. Mais malheureusement, à côté, ça énerve quelque peu ces candidats, ces partis qui continuent normalement de se positionner par rapport à 2020. C'est comme si on n'est pas conscient que 2020 peut être mis en difficulté à cause de cette situation. Absolument. C'est vrai que les choses ne se perçoivent pas de la même façon qu'on soit du côté du peuple, quelqu'un qui n'a pas d'ambition politique outre mesure, et du côté des partis politiques dont la vocation première est de concourir à l'accession au pouvoir d'État et à la gestion. Précisément, les acteurs politiques nous disent tous que si on leur donne le mandat et la confiance au suffrage universel, ils vont justement trouver les solutions pour nous sortir de cette situation-là. Donc c'est leur manière à eux de faire les propositions de sortie de la crise en passant par un mandat, un suffrage que le peuple leur confierait. Mais du côté du peuple, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de pouvoir déceler dans la classe politique en compétition pour le pouvoir l'offre politique qui convienne au moment, qui puisse répondre à la fois à la question de la sécurité, la question de la cohésion nationale et la question de l'économie. Malheureusement, sur ce fond, ça ne se perçoit pas jusqu'à présent. Bien pour l'instant. Oui. Il y a ce dialogue politique qui est en train d'être engagé par le président de Faso. Ça, c'est peut-être une bonne augure, une bonne perspective, non? Tout à fait. Vous avez vu que l'opposition, qui a été interrogée après la rencontre avec le chef de l'État, a accepté positivement donc l'idée de la rencontre, d'abord, ensuite, du cadre qui serait convoqué bientôt. Et tout le peuple, je pense, sincèrement, est assez content d'entendre qu'il y aura des concertations politiques. Tout dépend maintenant du calibrage de cette concertation-là. Justement, on a vu l'opposition, Zéphirine Diabré, qui estime que, eu égard au contexte, à l'actualité, il faut revoir le contenu, justement. Voilà. Il faut revoir le contenu, et je crois que ça fera l'objet des discussions encore. Quelles sont les questions qui seront à l'ordre du jour? En plus de ce que le chef de l'État propose, qui sont des questions, je pense, pas très proches, hormis la première question de la sécurité, pas très proches de la préoccupation essentielle des Burkinabés, le code électoral, la 5e République, ce n'est pas des questions de première importance, de première priorité. Il va falloir maintenant qu'il accepte que d'autres questions soient apportées, soit par l'opposition politique, ou soit par les acteurs non partisans, qui pourraient être conviés à la discussion. Et s'il le fait, il aura vraiment l'opportunité de créer un cadre ouvert, un cadre inclusif, mais un cadre performant en termes donc de décisions qui vont sortir, en termes d'idées qui vont être proposées, en termes de perspectives de sortie des crises entre griffes
où se trouve le Burkina à l'heure actuelle. Alors pour vous, ça serait important que dans le cadre de ce dialogue politique, la société civile soit associée? Oui, je pense bien qu'il est important ici, parce que ce n'est pas un cadre directement qui a directement lien avec la gestion du pouvoir politique. Ce sont des concertations en vue de collecter des vues des citoyens burkinabés et de ceux qui réfléchissent pour pouvoir imaginer des mesures qui pourraient permettre de sortir de la situation où on se trouve à l'heure actuelle. Donc à ce niveau, au-delà même de la société civile, droits humains, il serait important de faire appel à certains acteurs comme les forces morales, autorités coutumières et religieuses, et pourquoi pas la diaspora. Régulièrement, on revient sur ces acteurs, mais après, au sortir, on se retrouve avec une situation de blocage encore. Tout dépend ici du leadership qui sera utilisé pour conduire la concertation. Il est important d'avoir une concertation, mais il est surtout important d'avoir une concertation avec les acteurs qu'il faut. Parce que comme vous le savez, on a eu plusieurs situations au Burkina Faso où des concertations ont été initiées par le pouvoir en place, mais on a bien vite compris que c'était des concertations faire valoir, juste pour dire oui, nous avons fait des ouvertures, nous avons proposé de se concerter, mais dans le calibrage de la concertation, on a bien perçu la volonté du pouvoir de garder la main, de ne pas permettre que des voix qui ne sont pas favorables à lui arrivent à influencer le cours des choses. Et c'est là où nous allons voir si le président Kaboré fera exception à ce qui a déjà été fait dans le passé. Je vais parler du président Compaoré essentiellement. Depuis 1999, le pardon, il y a eu le CCRP, il y a eu, dans les derniers moments de 2014 également, une concertation politique qui a été tronquée. Donc on verra si le président Kaboré, avec la participation qu'il a eue au pouvoir, va nous proposer du nouveau et surtout va nous permettre de sortir de l'ornière dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Un dialogue sincère avec des résultats qui seront effectivement mis en œuvre. Exactement. La suite de cette info, direction Arbinda, dans le Soum, région du Sahel, vers la frontière malienne. Quelques jours après le cauchemar, une soixantaine de morts, c'est une population choquée, traumatisée et ayant le sentiment d'abandon que notre équipe de reportage a rencontré. Arbinda, localité située dans la province du Soum, dans le Sahel burkinabé, et à environ 150 km de la frontière avec le Mali. Depuis le 2 avril, des villages environnants sont devenus invivables pour certaines communautés. Ce lieu sud de la localité, la ville d'Arbinda, transformée elle aussi en un cul-de-sac. Les sorties ouest de la ville, en partance pour Tongomaël, Kibo et environnants, sont assiégées par des individus armés. Mais les déplacés, eux, ne cessent d'affluer dans la ville. Si nous sommes venus nous réfugier ici, c'est à cause de la présence des forces de sécurité. Comme dans notre village, il n'y a plus aucun détachement, ils l'ont assiégé. Et je vous assure que c'est parce qu'il y a les FDS ici à Arbinda, sinon de nos jours, la ville n'existerait plus. L'insécurité est ambiante dans la zone depuis plusieurs mois. Mais la situation s'est dégradée ces derniers jours avec l'assassinat du cheikh de Amkan, de son fils aîné et de son neveu le dimanche 31 mars dernier. L'une des veuves du cheikh témoigne. Ils étaient très nombreux et ils ont encerclé la cour avec des armes. Puis ils se sont mis à la recherche du cheikh. Ils ont trouvé une de nos coépouses qu'ils ont battue jusqu'à ce qu'elle perde connaissance afin qu'elle montre là où dort le cheikh. N'ayant pas pu, ils ont attrapé un enfant de 5 ans qu'ils ont battu sévèrement. Il a fini par indiquer la chambre du cheikh et c'est là qu'ils ont défoncé la porte et le criblé de balles. Ce sont les tirs de sommation des FTS depuis Arbinda qui les ont dissuadés, sinon ils allaient exterminer toute la cour. Dès les premières minutes, on m'a appelé et je me suis rendu au camp rapidement. Leur chef a accepté de positionner l'artillerie lourde en direction de Amkan, qui se trouve à 6 km d'ici. Les tirs de sommation étaient intenses, qu'ils ont pris peur et sont partis. Les partisans du cheikh Issouf Werem, issus de la communauté Foulsé, affirment avoir mené des représailles contre la communauté Peul. À l'enterrement du chef, les Peuls ont envoyé 2 représentants assister à l'inhumation. Nous leur avons demandé de quitter les lieux parce qu'ils sont ceux qui ont hébergé les assassins du chef. Ils ont refusé, donc après l'enterrement, nous avons riposté. Mais pourquoi pensez-vous forcément que ce sont eux?
Ce sont eux, il n'y a pas de doute. Lors de l'attaque de la cour du chef, ils s'appelaient et on a reconnu les noms. D'ailleurs, on se connaît tous dans ce village. En plus, après avoir tué le chef, son bourreau a utilisé le portable pour m'informer que j'étais le prochain sur la liste. Représailles pour représailles, le bilan pour l'heure fait état de 62 morts, dont 32 du fait des actes terroristes, selon le ministre en charge de l'administration territoriale. Des individus armés tenteraient effectivement de profiter de ce conflit intercommunautaire. Un affrontement terroriste FDS aurait eu lieu le 2 avril à Gengota, à 18 km d'Arbinda. Agacées par les attaques à répétition, les populations plaident pour une forte militarisation de la zone. Qu'on nous aide à rétablir la sécurité, on nous parle d'envoyer de l'aide alimentaire. Mais on ne peut manger que lorsqu'il y a la quiétude, autrement, il n'y a pas d'appétit. Que l'État mette des fusils de type calibre 12 à notre disposition, même si c'est pour acheter, pour qu'on puisse avoir de quoi se défendre. Ce qu'ils sont en train de faire à l'Est, qu'ils le fassent ici aussi. Ce sont les mêmes causes de manque de sécurité qui engendrent tout cela. Nous ne leur demandons pas de venir tuer des gens, nous leur demandons seulement de venir nous protéger. Mais en attendant, il faut parer au plus pressé, c'est-à-dire la prise en charge des déplacés. Arbinda a peur, Arbinda a faim, Arbinda a surtout soif. Le liquide précieux fait visiblement défaut. Après s'être battu pour s'éloigner de la zone du danger, voici l'autre combat que chaque déplacé doit livrer à Arbinda. Se battre pour le liquide précieux. Je suis là depuis ce matin. Je n'ai pas encore eu l'eau. Nous n'avons pas préparé hier ni par manque d'eau. Mon fils est malade et depuis la nuit dernière, il n'a pas mangé par manque d'eau. Les points d'approvisionnement habituels devenus inaccessibles du fait de l'insécurité rayante. Déplacés et populations d'accueil se ruent sur presque l'unique bonne fontaine de la ville. Normalement, le bidon d'eau c'est 10 francs CFA. Mais certaines personnes viennent avec 100 francs CFA juste pour avoir de quoi boire, mais je n'arrive même pas à les servir. Certains sont là depuis 4 jours. C'est vrai que l'eau c'est l'éternel problème d'Arbinda, mais avec les déplacés, les choses se sont empirées. Je ne vois pas comment on pourra s'en sortir. Il y a ceux qui se sont résignés et préfèrent attendre malgré la soif. Depuis avant-hier que nous avons mangé. Et à l'heure, nous avons très soif. À ce problème d'eau s'ajoute le manque d'infrastructures d'accueil. Les déplacés qui ont des connaissances dans la ville sont logés dans la limite du possible. À défaut, c'est à l'ombre des arbres qu'ils élisent domicile. Arbinda est une ville débordée et placée sous urgence humanitaire. Une réponse rapide du gouvernement est attendue après la visite des ministres en charge de la sécurité et de l'administration territoriale ce 3 avril. Voilà, Siaka Koulibaly, voilà cette situation à Arbinda. Il y a l'insécurité, mais il y a aussi ce problème d'eau qui se pose. Et là, c'est une population qui a l'impression d'être abandonnée à son propre sort. C'est là aussi un défi auquel il faut très rapidement s'attaquer. Oui, l'eau fait partie de la question de la sécurité alimentaire. Donc c'est tout à fait normal que, vu la situation qui est arrivée, des situations connexes naissent comme celle de l'eau, peut-être de l'alimentation. Voilà, beaucoup de situations vont se générer. Et c'est là où on peut maintenant s'interroger sur l'efficacité de l'état d'urgence. Comment des zones qui sont sous état d'urgence continuent à dégringoler dans l'insécurité comme on vient de le voir à Arbinda. Donc ça pose la question que nous avions posée à l'époque lorsque la mesure avait été adoptée. Est-ce qu'en définissant une zone très large d'état d'urgence, l'État aura les moyens de déployer suffisamment d'hommes de sécurité pour assurer donc la protection des populations qui en appellent justement à ce que l'État leur dote d'armes pour pouvoir se défendre. Dans tout votre sujet, on n'a pas vu trace
d'hommes détenus, de gendarmes ou de policiers ou de militaires. Donc cela démontre que certainement ils ne sont pas vraiment nombreux. Dans la ville d'Arbinda. Voilà, ils étaient certainement là, mais pas suffisamment, puisqu'on parle, le monsieur a dit que les assaillants continuent à assiéger la ville. Cela suppose que quelque part, les villages environnants ne sont pas sécurisés. Donc ça pose un réel problème. Et ça nous ramène à la définition de ce qu'on a vu comme cause du terrorisme, à savoir les zones grises. Les zones grises, ce sont les zones où l'autorité de l'État a du mal à s'établir, du fait de la faible présence de l'administration, de la sécurité, et où, donc, à cause de cette faiblesse des présences de l'État, ça donne des actes de grand banditisme et de terrorisme. Et la définition tombe à pic sur Arbinda à l'heure actuelle. Donc, quand on réfléchit loin, on peut se demander comment est-ce que le Burkina Faso va se sortir de cette spirale. Et là, on ne peut encore que se tourner vers l'extérieur pour voir dans quelle proportion les institutions internationales, sous-régionales d'abord, je vais parler ici de la CEDEAO, et là, il faut se rappeler le grand activisme de Macky Sall dans le cas gambien, quand Yahya Jammeh ne voulait pas. Il avait même voulu militairement marcher sur Banjul. Pourquoi est-ce que les armées des pays qui ne sont pas encore touchés par le terrorisme n'arrivent pas vraiment à se mobiliser malgré la mise en place d'un cadre comme le G5 Sahel? Pas s'exposer, justement. Oui, c'est pour les pays qui sont encore épargnés. Mais il y a un effet d'entraînement qui va arriver si on y prend garde. Il y a, c'est vrai, un noyau dur de l'insécurité qui constitue du Mali, du Burkina Faso et dans une certaine mesure du Niger. Mais cela peut déborder sur les autres pays si des mesures ne sont pas prises maintenant. Et c'est l'objectif de la CEDEAO, justement, de créer un cadre sous-régional de la sécurité et du développement intégré. L'autre défi pour le Burkina, en attendant que l'extérieur nous vienne à la rescousse, c'est cette capacité à gérer ces effets secondaires, c'est-à-dire ces crises intercommunautaires, ces affrontements intercommunautaires. C'est comment l'État en arrive justement à faire en sorte que cela n'arrive plus. Il y a eu Yirgou, il y a eu là Arbinda, et demain, ça sera au tour de quelle localité? C'est là tout le problème. On se demande, est-ce que depuis Yirgou, l'État n'avait pas cette possibilité déjà d'engager des choses à ce niveau, c'est-à-dire de la sensibilisation ou je ne sais quoi, pour déjà faire en sorte de préserver ce vivre ensemble entre communautés? Oui. Depuis le début, je veux parler de Yirgou. Certains commençaient déjà à parler de conflits intercommunautaires. Je pense que si on regarde bien les événements, il n'y a qu'à Arbinda que ce caractère intercommunautaire a été ressenti, surtout après le compte rendu du ministre de l'administration territoriale, qui fait état des morts de part et d'autre. Donc là, effectivement, il y a des éléments d'intercommunalité. Mais dans Yirgou, ce n'était pas le cas. Il s'agit d'une communauté bien précise qui a été agressée par des hommes armés, qui peuvent se réclamer d'une communauté également, mais ce n'était pas à ce titre-là que les massacres ont eu lieu. Les massacres ont été causés par des hommes bien identifiés, isolés. Appartenant à un groupe ethnique, c'est vrai, mais ils ne l'ont pas proclamé voilà, comme tel. Et là-dessus, effectivement, ça pose le problème de la capacité de l'État à régler ces questions-là. Au-delà donc de la question du terrorisme, qui, c'est vrai, est très importante, surtout quand on approche des zones comme Arbinda, qui fait partie de la province du Soum, qui est l'épicentre donc du terrorisme depuis 2015, on peut se demander quelle stratégie, et ça on a toujours parlé de cette question, quelle est la stratégie de l'État, aussi bien pour la résorption de la question du terrorisme, mais également pour la dégradation en termes de conflits communautaires. Parce que ici, c'est des questions qui auraient peut-être pu être maîtrisées. Les événements d'Arbinda, ce sont des questions, à mon avis, si on interroge bien les policiers, ils doivent avoir bien senti venir l'affaire à travers leurs contacts avec les populations, les travaux qu'ils font habituellement. La police doit avoir été au courant que des événements allaient arriver. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réaction?
Pourquoi il n'y a pas de renfort à des moments où on se constate qu'à un endroit précis, il va y avoir donc des conflagrations? Il y a comme une sorte de déni, de minimisation du problème, alors que ça devient de plus en plus inquiétant. Et au-delà de ça, il y a eu Zouaga, où l'interpellation aussi a été faite. On a été sur le terrain, on a fait un reportage où la situation était déjà tendue. Après, derrière, quelles ont été les mesures prises pour empêcher que ce qui est arrivé puisse arriver? Exactement. Arbinda, pareil. C'est sûr que d'autres localités pourraient retomber dans la même situation. Étant donné la configuration des populations, aussi bien dans le Soum que dans les provinces juxtant le Soum, il y a de la cohabitation entre les peuples qui sont incriminés et d'autres populations. Le G5 Sahel, c'est la dimension militaire, mais c'est aussi les questions de développement. Ah, si. Est-ce que dans ce cadre-là, ou dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel, il ne faut pas commencer à prendre en compte ces aspects des choses? Le programme d'urgence Sahel était prévu pour anticiper ces questions-là. Malheureusement, la question du terrorisme a empêché la mise en œuvre intégrale du plan d'urgence Sahel parce que les opérations de développement ont du mal à avoir lieu. Mais il faut rappeler que c'est vrai que le G5 Sahel a été créé autour d'une force conjointe, donc une question militaire. Mais si vous avez suivi le discours de bilan du président Issoufou du Niger à la fin de son mandat, il a bien mis l'accent sur la cohésion nationale qui était devenue la priorité. Donc c'est clair maintenant, il y aura des travaux dans le domaine militaire, mais il y aura maintenant deux mamelles du G5 Sahel, à savoir la question sécuritaire, la question militaire, mais aussi la question du développement social, qui va anticiper les situations qui enveniment, si vous voulez, la situation, et qui facilite le travail des terroristes. Parce que lorsque des situations comme Arbinda arrivent, ou Irgou, cela permet aux terroristes de recruter, parce qu'il y a des frustrés, il y a des gens qui n'auront pas, à qui la justice n'aura pas rendu réparation, donc ils vont passer le cap, passer à l'acte, comme on dit, et intégrer les groupes terroristes, ou engager des actions du même type indépendamment. Donc, moi je crains que l'avenir du Burkina Faso est en train de s'assombrir de ces points de vue sécuritaires-là, parce qu'on allait évoluer doucement du terrorisme simple vers la mise en cause des forces de défense et de sécurité avec BAN et CAN. Maintenant, la crise communautaire est en train donc de prendre le dessus. Donc on a une situation complexifiée avec plusieurs dimensions et on ne sait pas si vraiment les autorités ont mis en place les dispositifs qu'il faut pour attaquer en même temps toutes ces questions qui sont complexes. Merci. La suite de cette info, nouveau mouvement d'humeur des chauffeurs routiers. Cette semaine, la circulation a été quelque peu perturbée à Ouagadougou par le stationnement de véhicules sur les routes. Le patronat est agacé. Des barrières observées hier mardi 2 avril sur certains axes routiers de la capitale. Les stations d'essence sont prises d'assaut par les Ouagalais. Chacun cherche à faire le plein de sa moto ou de sa voiture, car selon la rumeur, les transporteurs seraient en grève. Ce 3 avril, les syndicats, associations et groupements des transporteurs routiers du Burkina ont tenu à se prononcer sur cette situation. Donc, ceci est l'œuvre d'individus non identifiés, car aucun des 18 syndicats, associations et groupements de transporteurs existants dans notre pays n'est concerné par ces mouvements qui portent atteinte à la libre circulation de nos braves populations et paralysent les activités socio-économiques du Burkina. Aussi, par votre voix, nous en appelons à nos autorités afin que ces individus soient mis hors d'état de nuit, radicalement et définitivement pour le bonheur de tous. Selon certaines sources, les grévistes d'hier protesteraient contre la probable nomination de Issoufou Maïga à la tête de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Là encore, les conférenciers sont catégoriques. Mais attendez, moi je ne peux pas... C'est pas moi j'ai mis par exemple le ministre des Transports à sa place. Je ne peux pas aller réclamer sa tête. N'est-ce pas? C'est-à-dire que chacun doit regarder devant sa porte. Les transporteurs peuvent réclamer la tête de Issoufou Maïga. Les chauffeurs doivent réclamer la tête de leur président. Et c'est comme ça que ça marche, je pense.
Et pour le moment, les organisations ont prétendu à des postes. Il y en a qui ont eu ces postes. Nous avons validé lors d'une réunion la semaine dernière et nous attendons que ces organisations désignent les personnes qui vont occuper ces postes. Moi, je ne peux pas présager qu'au niveau de l'OTRAF, c'est Issoufou Maïga qu'on va désigner pour tel ou tel poste. Les transporteurs demandent aux autorités de prendre les responsabilités afin d'éviter le désordre. L'information principale que nous voulons que vous donnez aux gens, c'est d'en appeler au gouvernement afin qu'on nous débarrasse des individus qui ne sont pas des chauffeurs, des individus qui obstruent les voies et qui nous empêchent de mener nos activités. L'information, et vous dit, et comme vous aimez à le dire, grève des transporteurs, les transporteurs ne sont pas prompts à aller en grève. Voilà. Quand les transporteurs iront en grève, ils n'ont pas besoin de bloquer les voies. Ils disent seulement donnez-nous nos clés. Selon les syndicats du transport, les transporteurs du Burkina ne sont plus allés en grève depuis 1950. Tout le mouvement d'humeur qu'a connu le Burkina Faso dans le domaine des transports ces dernières années serait l'œuvre des chauffeurs ou d'individus mal intentionnés, ont-ils conclu. Seka Koulibaly, là encore, un nouveau rebondissement. L'État a tenté donc de calmer la situation dans ce secteur, mais visiblement, entre patronat et chauffeurs routiers, il y a encore de la tension dans l'air. Et dans la perspective de l'élection d'un président de la fêtière, on sent qu'il risque encore d'avoir des remous. C'est encore la population qui risque d'en partir. C'est encore une situation, visiblement, c'est comme une sorte de saupoudrage, mais la question n'est pas définitivement réglée. Oui, tout à fait. Et là, on passe donc dans le volet économique, donc la fronde sociale, et avec ses implications sur l'économie, sur le secteur des hydrocarbures. Et effectivement, c'est une question assez difficile dans la mesure où il s'agit ici d'une catégorie de travailleurs du domaine des hydrocarbures qui s'intéresse à comment une autre catégorie va désigner ses représentants. Donc, c'est assez difficile d'un point de vue organisationnel de régler la question. Parce que, comme on dit, que ça, c'est une affaire entre patronat et les chauffeurs pensent avoir le mot à dire. Voilà, vu comme ça, c'est assez difficile de donner totalement raison aux chauffeurs. Il s'agit que chacun s'occupe de désigner la personne qui la représente le mieux. Ceci dit, il faudrait peut-être que les autorités qui essaient de régler la question cherchent à comprendre en quoi est-ce que la personne incriminée influence la situation des chauffeurs. Peut-être qu'il y a quelque part un levier qui est détenu par la personne en question et qui joue sur les conditions du travail, des transports, des chauffeurs. Donc, si ces questions ne sont pas résolues et qu'il n'y a vraiment pas de manœuvre entre griffes de ce monsieur sur la situation des chauffeurs, je pense qu'il faudrait en ce moment situer les responsabilités et permettre à chaque organisation de régler les questions à son sein. Mais il s'agit aussi de faire recours à la sagesse et de se dire, bon, si une personnalité est vraiment problématique, est-ce qu'en la mettant à la tête de la fêtière, il n'y aura pas de crises à répétition? Donc, ralentissement de l'économie et complication de la situation du pays. Donc, il faudrait également réfléchir sur plusieurs dimensions pour à la fois répondre aux chauffeurs, mais également trouver une solution qui puisse satisfaire tout le monde. En tout cas, on connaît l'impact donc des grèves dans ce secteur sur l'économie. Le département en charge des transports devrait véritablement s'y mettre pour régler définitivement donc, toutes ces crises à répétition. Merci d'être passé dans le 7 Info. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro du 7 Info. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonne reprise de travail demain. Bonsoir.